Elle est retournée au hangar abandonné juste pour tout vendre. Mais en tirant la bâche, elle a découvert un camion géant qui avait détruit sa propre famille. Un homme riche lui a ri au nez. Une femme ne comprend rien au moteur. Alors, il a lancé un pari humiliant, a jeté de l'argent par terre et lui a donné 48 heures pour prouver l'impossible, ce que personne n'attendait. C'était caché à l'intérieur de ce moteur depuis près de 30 ans. Mes chers amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ici de quelle ville de France vous nous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Avez-vous déjà réfléchi à l'odeur d'une petite ville ? Je ne parle pas de parfums chers, ni de ces fragrances de centres commerciaux. Je parle de cette odeur de terre mouillée, mélangée à la fumée de bois, du pain chaud sortant de la boulangerie du coin à 5 heures du matin, du café filtre fraîchement préparé qui passe par la fenêtre ouverte. C'est une odeur qui s'accroche à la mémoire et ne vous quitte plus, quelles que soient les années qui passent. Eh bien, c'est exactement cette odeur qui a envahi la voiture de Lucie lorsqu'elle a emprunté le chemin de terre qui menait au centre de Nouvelle-Aube, là-haut, dans les montagnes du Massif central. Cela faisait 7 ans qu'elle n'était pas revenue. 7 années entières à fuir les souvenirs, la douleur, le poids d'un nom de famille qui était autrefois une source de fierté et qui était devenu synonyme d'échec du jour au lendemain. Lucie Clairvaux. Le nom seul en dit long, n'est-ce pas, Clairvaux? Son grand-père, M. Joachim Clairvaux, a choisi ce nom de famille lorsqu'il est arrivé à Nouvelle-Aube dans les années 50, en disant qu'il y construirait un nouvel horizon pour sa famille. Et il l'a fait, mes amis. Il a construit une société minière qui donnait du travail à la moitié de la ville, qui nourrissait des centaines de familles, qui faisait tourner l'économie locale, comme un moteur bien réglé. Mais la vie a de ces choses, vous savez. Elle donne d'une main et reprend de l'autre d'une manière qu'on ne voit même pas venir. Lucie est descendue de sa voiture, une Peugeot 508 noire, impeccablement propre, reflet d'une femme qui avait fait de la précision une façon de vivre, et est restée là, immobile devant le portail rouillé du hangar. Le soleil de midi frappait fort sur les tôles de zinc, faisant danser cette chaleur dans l'air comme si la réalité tremblait. Elle sentit la sueur couler le long de sa nuque, mouillant le col de la chemise en jean qu'elle portait. Dans ses mains, calleuses à force de serrer des clés à molette et de manipuler des rectifieuses, elle tenait une enveloppe brune. À l'intérieur, le contrat de vente qu'elle allait signer. Le hangar de la famille Clairvaux était immense. De ces hangars industriels des années 70, avec une structure métallique peinte en vert mousse, déjà écaillée à plusieurs endroits. Les portes coulissantes étaient verrouillées par d'épaisses chaînes recouvertes d'une couche de rouille orangée qui racontait l'histoire de l'abandon. Lucie a sorti la clé de sa poche, une grande clé lourde et ancienne, et l'a tournée dans la serrure avec un effort qui lui a fait mal aux épaules. Quand les portes se sont ouvertes en grinçant, un flash de lumière a envahi l'intérieur sombre et a soulevé un nuage de poussière dorée qui a dansé dans l'air comme des paillettes. Et alors elle l'a vu. Il était là, le Titan. Mon Dieu du ciel, quelle vision! Un Scania 111 orange, de cet orange vif, couleur de coucher de soleil, que Scania utilisait dans les années 70 et qui semblait crier « Regardez-moi ». Même des décennies plus tard, le camion était là comme un géant endormi, couvert d'une épaisse bâche que quelqu'un avait jetée par-dessus et qui était maintenant déchirée à plusieurs endroits. Les roues étaient lisses, les pneus craqués par le temps, des toiles d'araignée couvraient le pare-brise comme des voiles de mariés oubliés. Mais même ainsi, même avec toute cette décadence, le Scania avait une présence, une dignité qui nous faisait nous arrêter et nous incliner. Lucie sentit sa poitrine se serrer. Elle avait 14 ans quand elle avait vu ce camion pour la dernière fois. C'était le chouchou de son père, Arnaud Clairvaux. L'homme avait acheté la machine neuve en 1976, payant comptant avec le profit d'une année entière de travail. Il l'avait fait peindre de cet orange spécial. Il avait ajouté des détails chromés sur la calandre avant. Il avait traité le moteur comme s'il s'agissait d'un fils, et le Scania le lui rendait bien. Il avait roulé pendant des années sans le moindre problème,
transportant des tonnes de minerais des gisements jusqu'à la gare, montant et descendant ces montagnes du Massif central, avec une force qui impressionnait même les chauffeurs les plus expérimentés. Mais alors est arrivé ce jour maudit, décembre 1995, la société minière avait signé le plus grand contrat de son histoire, une exportation gigantesque vers la Chine, qui commençait à croître follement et avait besoin de minerais de fer comme jamais. C'était le salut de l'entreprise qui connaissait des difficultés depuis environ 2 ans. Monsieur Arnaud avait mis toutes ses billes dans cette livraison. Il avait même vendu une partie des actions de l'entreprise pour obtenir des fonds de roulement et s'assurer que tout se passerait parfaitement. Le Scania 111 serait le camion qui transporterait la première cargaison jusqu'à la gare. C'était une question d'honneur pour Monsieur Arnaud. Il conduirait lui-même avec Lucie, assise sur le siège passager, tous deux chantant sur le chemin comme ils le faisaient toujours. Sauf que le moteur s'est arrêté là, à la sortie du hangar, devant tous les employés, les investisseurs, l'acheteur chinois qui était venu personnellement superviser l'opération. Le Scania a toussé 1, 2, 3 fois, a craché une fumée noire et dense par l'échappement et est mort. Il s'est simplement éteint comme une bougie qu'on souffle. Le désespoir qui s'est installé ce jour-là, vous n'imaginez pas. Monsieur Arnaud a tout tenté, il a appelé des mécaniciens de la préfecture de région, a offert des fortunes à quiconque parviendrait à faire redémarrer le moteur. Il est même resté 48 heures éveillé à démonter des pièces de ses propres mains. Rien. Le moteur était mort et personne ne comprenait pourquoi. Toutes les pièces semblaient en ordre, mais l'ensemble ne fonctionnait tout simplement pas. La livraison a été retardée, le contrat annulé. La société minière a fait faillite en quelques mois et Monsieur Arnaud, ne s'est jamais remis de la honte. 2 ans plus tard, il a eu un infarctus foudroyant alors qu'il travaillait seul dans ce même hangar, essayant pour la 1000e fois de comprendre ce qui avait mal tourné avec son chouchou orange. On l'a retrouvé étendu à côté du Scania, une clé à molette encore à la main. Lucie essuya une larme qui insistait pour couler. Elle s'était jurée de ne pas pleurer ce jour-là. Elle avait déjà trop pleuré pour toute cette histoire. Il était temps de boucler la boucle, de signer les papiers, de recevoir l'argent et de partir pour de bon. Elle avait construit une nouvelle vie à Lyon. Elle était considérée comme l'une des meilleures mécaniciennes de moteurs lourds de la région. Les entreprises de transport se battaient pour l'avoir dans leurs équipes. Lucie avait du talent à revendre, un héritage de son père, sans aucun doute, et elle avait transformé cet héritage en une carrière solide. Mais revenir à Nouvelle Aube, jamais plus, jusqu'à ce jour. Alors c'est vous, la fameuse Lucie Clairvaux. La voix venait de derrière elle, traînante, pleine d'une ironie qui coupait comme un rasoir. Lucie se retourna et vit un homme d'une 50aine d'années descendre d'un Hilux argenté si neuf que les sièges devaient encore sentir la voiture neuve. Il portait une chemise blanche, un pantalon en lin beige et des chaussures en cuir italien qui devaient coûter plus que le salaire mensuel d'un travailleur ordinaire. À son poignet, une Rolex qui reflétait le soleil avec cette lumière dorée des objets chers. Les cheveux gris étaient coiffés en arrière avec du gel. Le visage était trop bronzé pour être naturel, et le sourire avait quelque chose de prédateur, comme un requin qui sent le sang dans l'eau. « Monsieur Drumont », dit Lucie, et le nom sortit de sa bouche comme si elle mâchait du verre. « Docteur, s'il vous plaît », corrigea-t-il, ouvrant les bras comme s'il recevait une visite illustre. « Édouard Drumont, pour les intimes, mais vous pouvez m'appeler votre futur propriétaire de ce terrain merveilleux. » Il entra dans le hangar à grands pas, confiant, comme quelqu'un qui se sent déjà propriétaire des lieux. Il regarda autour de lui avec un air de dédain, reniflant comme s'il sentait le moisi. Ses yeux s'arrêtèrent sur le Scania orange et il laissa échapper un rire court, sans humour. « Regardez le fameux Titan, la machine qui a détruit la famille Clairvaux. Vous savez, Lucie, il y a des gens en ville qui disent que ce camion est maudit, qu'il a l'esprit de votre père piégé dedans, empêchant quiconque de le faire fonctionner à nouveau. » Il s'approcha du camion et frappa la carrosserie de la main, soulevant plus de poussière.
Superstition de gens simples, bien sûr, mais cela fait partie du folklore local. C'est même amusant. Lucie serra les poings. L'envie d'enfoncer ses phalanges dans ce visage arrogant était presque physique, une démangeaison qui montait le long de ses bras et explosait dans sa poitrine. Mais elle se contrôla. Elle avait appris au fil des ans que la violence ne résout rien, surtout quand on est une femme, dans un monde dominé par des hommes qui adorent utiliser toute démonstration d'émotion contre vous. « Allons-y, signons les papiers », dit-elle sèchement. « Je suis pressée. » Ah, mais quelle froideur! Édouard posa la main sur sa poitrine, feignant d'être offensé. Je pensais que ce serait un moment plus nostalgique, vous savez, vous faisant vos adieux à l'héritage de papa, moi réalisant le rêve d'étendre mon entreprise. Il sortit une enveloppe de la poche de sa chemise et la brandit en l'air. Voici le contrat. Tout est en ordre, comme convenu. Vous signez, je transfère l'argent immédiatement. Et voilà. Tout le monde est content. Lucie prit l'enveloppe et commença à lire. Les termes étaient clairs. Elle vendrait le terrain et tout ce qui s'y trouvait pour une somme qui, selon les normes de la ville, était considérable. Mais elle savait, tout le monde savait que le terrain valait beaucoup plus. L'emplacement était privilégié, juste à la sortie de la ville, parfait pour les opérations logistiques. Édouard allait payer une misère et transformer cela en un dépôt de déchets toxiques pour l'une des sociétés minières qu'il représentait. C'était sa façon d'effacer à jamais tout souvenir de la famille Clairvaux. « Vous savez ce que j'admire le plus chez vous, Lucie ?» Édouard continua de parler pendant qu'elle lisait, cette voix mielleuse et vénéneuse à la fois. « C'est l'obstination. Ou serait-ce de la bêtise ? Enfin, vous auriez pu vendre ce terrain il y a des années, juste après la mort de votre père. À l'époque, j'avais offert un prix juste, mais non, vous avez préféré tout laisser pourrir ici, rêvant qu'un jour vous retrouveriez la gloire perdue. » Il rit. « Et regardez où vous en êtes maintenant, de retour 7 ans plus tard, devant me vendre le terrain pour moins de la moitié de ce que j'ai offert avant. C'est presque poétique. » Lucie leva les yeux du papier et fixa l'homme. Il y avait quelque chose en lui qui la dérangeait profondément, quelque chose au-delà de son arrogance évidente. C'était la façon dont il parlait de son père, de la faillite de la société minière, comme si c'était une histoire amusante qu'il adorait raconter lors de dîners, comme si la destruction de la vie de dizaines de familles n'était qu'un chapitre intéressant dans la construction de son empire. Je pensais... Édouard continua à faire des cercles autour du Scania, à transformer tout ce hangar en une décharge de classe 1. Des déchets industriels dangereux, vous savez, ça rapporte beaucoup d'argent et ce serait tellement symbolique, l'endroit où l'empire Clairvaux s'est effondré, devenant le dépôt des restes des entreprises que j'aide à prospérer. Il y a une certaine justice poétique là-dedans, n'est-ce pas ? Ce fut à ce moment que Lucie sentit quelque chose d'étrange, une sensation physique, presque électrique, qui commença à la base de sa nuque et descendit le long de sa colonne vertébrale. Elle regarda le Scania orange, cette machine immense et silencieuse qui était là depuis près de 30 ans, témoin muet de la tragédie de la famille, et soudain, sans savoir exactement pourquoi, elle s'approcha du camion. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Édouard avec un ton amusé dans la voix. Lucie ne répondit pas. Elle posa sa main sur la poignée de la porte du conducteur et tira. La porte grimaça, résista un peu, mais s'ouvrit. L'intérieur du camion était poussiéreux, les sièges en vinyle craquaient, le volant recouvert d'une épaisse couche de saleté. Mais Lucie sentit une vague de souvenirs si forte qu'elle faillit la renverser. Elle pouvait voir son père là, ses grandes mains calleuses tenant le volant, son large sourire quand elle montait dans le camion encore enfant, les histoires qu'il racontait sur chaque voyage, chaque route parcourue. Elle monta dans la cabine et s'assit sur le siège du conducteur. Le vieux cuir gémit sous son poids. Lucie passa ses mains sur le volant, sentant chaque fissure, chaque imperfection, puis ses yeux tombèrent sur le tableau de bord. Tout était là. Le compteur de vitesse, le compte-tours, le manomètre d'huile, le thermomètre d'eau, tous figés dans le temps avec les aiguilles à zéro. Lucie ouvrit la boîte à gants. À l'intérieur, enveloppé dans un plastique jauni,
se trouvait le manuel original du Scania 111, avec des annotations manuscrites de son père dans les marges. « Eh, mademoiselle !» cria Édouard d'en bas. « Vous ne voudrez pas emporter cette ferraille avec vous, n'est-ce pas? Tout cela reste, cela fait partie du terrain. » Lucie descendit lentement du camion. Elle se tourna vers Édouard, et pour la première fois depuis son arrivée, un sourire minuscule apparut sur son visage. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de prendre une décision. « Combien de temps vous me donnez pour faire démarrer ce moteur ?» demanda-t-elle. Édouard cligna des yeux, confus. « Comment? Le Scania? Combien de temps vous me donnez pour le faire rouler à nouveau ?» L'homme éclata de rire. Un rire fort, scandaleux, qui résonna dans tout le hangar. Il se frappa les cuisses, se pencha en avant, dut retenir son rire, car il commença à tousser. Quand il se remit enfin, essuyant les larmes de ses yeux, il regarda Lucie comme si elle était la chose la plus drôle qu'il eût jamais vue. « Vous êtes sérieuse ?» demanda-t-il, toujours en riant. « Lucie, ma chère, cette machine est morte depuis près de 30 ans. Les meilleurs mécaniciens de la région ont essayé de la réparer et n'y sont pas parvenus. Votre propre père, qui connaissait chaque vis de ce moteur, n'a pas réussi. Et vous pensez que vous y parviendrez? 48 heures, dit Lucie fermement. Donnez-moi 48 heures. Si je parviens à faire démarrer ce moteur et à faire sortir ce camion du hangar par ses propres moyens, vous suspendez l'achat et vous acceptez un audit complet des documents de la faillite de la société minière Clairvaux. Le sourire d'Édouard mourut lentement, ses yeux se rétrécirent. Un audit? Pourquoi? Me dis parce que je le veux, c'est mon pari. Et si vous n'y arrivez pas, je vous cède le terrain gratuitement, sans un sou. Vous gardez tout et je ne reviens plus jamais ici. Édouard resta silencieux un long moment. Il regarda le Scania, puis Lucie, puis de nouveau le Scania. Son esprit travaillait clairement, calculant les risques, mesurant les possibilités. Finalement, il haussa les épaules et sortit de sa poche un billet de 100 €. Il le froissa lentement et le jeta par terre aux pieds de Lucie. « Lucie, prends ça et va t'acheter un en-cas, ma chère, » dit-il d'une voix pleine de venin. « Une femme ne comprend rien au moteur, encore moins à la ferraille. Vous allez vous casser un ongle et abandonner avant les 6 premières heures, mais si cela vous fait signer les papiers rapidement, tant mieux. Vous avez vos 48 heures, et quand vous échouerez, car vous échouerez, je veux que vous soyez ici devant tout le monde, admettant qu'une femme est née pour s'occuper de la maison et non pour jouer avec des outils. » Lucie s'accroupit, ramassa le billet de 100 € par terre et le glissa dans sa poche. Elle regarda Édouard dans les yeux sans ciller, sans détourner le regard, avec une intensité qui fit reculer l'homme involontairement. « 48 heures, répéta-t-elle. Vous regretterez d'avoir accepté ce pari. Mes chers amis, maintenant l'histoire commence à devenir vraiment intéressante, car c'est une chose de faire un tel pari dans le feu de l'action, poussé par la colère et l'envie de faire taire un homme arrogant. C'en est une toute autre de se réveiller le lendemain au lever du soleil et de regarder cette montagne de métal rouillé en pensant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Lucie est arrivée au hangar à 5h30 du matin. Le ciel avait encore cette teinte violacée de l'aube, et la brume des montagnes recouvrait la ville comme une fine couverture. Elle apportait dans le coffre de sa voiture tout ce qu'elle avait réussi à rassembler pendant la nuit. Des outils qu'elle gardait depuis l'époque de son père, d'autres qu'elle avait achetés au fil des ans en travaillant à Lyon, et certains qu'elle avait littéralement supplié d'emprunter au vieux Joseph du garage à l'entrée de la ville, l'un des rares qui se souvenait encore du nom Clairvaux avec respect. Lorsqu'elle a ouvert les portes du hangar et que la lumière du matin a illuminé le Scania orange, Lucie a de nouveau ressenti cette oppression dans la poitrine. Mais maintenant, ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de la détermination, de la colère, le besoin de prouver à elle-même et à ce misérable d'Édouard qu'elle était digne du sang qui coulait dans ses veines. Elle a commencé par la base, à connecter une nouvelle batterie qu'elle avait achetée, à vérifier la partie électrique, à tester le démarreur. Le résultat? Un clic sec et rien de plus. Le moteur était bloqué, complètement grippé. Lucie a pris une profonde inspiration et a attrapé le cric hydraulique. Elle devait soulever le camion et travailler d'abord par le dessous.
Et vous savez comment c'est, le travail de mécanicien, n'est-ce pas? Ce n'est rien de glamour. C'est de la graisse noire qui colle sous les ongles, c'est du gazole qui coule le long du bras, c'est l'odeur forte de carburant vieux mélangé à la rouille. C'est votre colonne qui se plaint de rester des heures allongée sur le sol de béton froid. C'est la chaleur insupportable quand le soleil tape sur les tôles de zinc, c'est de la persévérance pure. Mais Lucie avait quelque chose que beaucoup de mécaniciens n'ont pas. Elle avait une intimité avec cette machine. Elle avait grandi en entendant son père parler de chaque détail du Scania 111, de la façon dont le moteur 6 cylindres en ligne était un chef-d'œuvre de l'ingénierie suédoise, de la façon dont chaque pièce avait son but et sa personnalité. Elle savait que ce n'était pas seulement un camion, c'était un membre de la famille. Vers 2 heures de l'après-midi, alors que Lucie était plongée jusqu'au coude dans le démontage du système d'injection, elle entendit des pas, leva la tête et vit 3 hommes arrêtés à l'entrée du hangar. L'un d'eux, elle le connaissait, M. Manuel, qui avait été chauffeur de la société minière à l'époque de la prospérité. Les 2 autres étaient plus jeunes, probablement ses fils ou ses neveux. Madame Lucie, M. Manuel ôta son chapeau de paille et le tint contre sa poitrine. On a appris le pari. Toute la ville est déjà au courant. Et nous sommes venus offrir notre aide, compléta l'un des jeunes. Lucie sentit ses yeux picoter. Cela faisait si longtemps que quelqu'un offrait de l'aide sans rien demander en retour, mais elle secoua la tête. « Je vous remercie de tout cœur, monsieur Manuel, mais si j'accepte de l'aide, Édouard dira que j'ai triché. Il faut que je le fasse seul. » Le vieil homme acquiesça, comprenant, mais avant de partir, il s'approcha et murmura « Votre père disait toujours que le secret de ce moteur était dans le 3e cylindre. Il y avait fait une modification là-bas, une chose que seul lui savait. Je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était, mais peut-être que cela aidera. » Et puis il partit, laissant Lucie avec cette information martelant dans sa tête, le 3e cylindre. Elle retourna au travail avec une intensité renouvelée. Au fur et à mesure qu'elle démontait pièce par pièce, Lucie commença à remarquer des choses étranges. Le système d'injection présentait des marques qui n'étaient pas dues à l'usure naturelle. Certaines durites avaient été coupées et reconnectées grossièrement. La pompe d'injection avait été altérée. Quelqu'un y avait touché intentionnellement. Quand elle réussit enfin à ouvrir la culasse, il était déjà plus de 22 heures du premier jour. Lucie travaillait sous la lumière crue des projecteurs qu'elle avait installés, avec des insectes volant autour et frappant les lampes. La sueur coulait sur son visage, laissant des traces propres sur sa peau couverte de graisse. Et alors, eh bien, elle vit. Dans le 3e cylindre, exactement là où M. Manuel l'avait dit, il y avait une modification, mais ce n'était pas une modification mécanique pour améliorer les performances. C'était un compartiment, un espace vide, parfaitement scellé et caché à l'intérieur de la structure du bloc moteur. Mon père avait transformé une partie de ce cylindre en un coffre secret. Lucie sentit son cœur s'emballer. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle s'efforçait d'ouvrir ce compartiment sans endommager ce qui s'y trouvait. Cela prit près d'1 heure de travail délicat, chirurgical, et quand elle y parvint enfin, quand elle retira cette pièce modifiée et révéla l'intérieur, il y avait une capsule en acier inoxydable de la taille d'un rouleau de papier. Elle était parfaitement conservée, sans une goutte d'humidité. Lucie prit la capsule de ses mains tremblantes et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, roulés et protégés par du plastique, se trouvaient des microfilms, des documents photographiés et un billet écrit à la main de la calligraphie inimitable de son père. « Si vous lisez ceci, ma fille, c'est parce que vous avez réussi ce que je n'ai pas pu. Voici la vérité qui m'a tout coûté. Utilisez-la sagement. Nettoyez notre nom. Je vous aime pour toujours, papa. » Lucie s'effondra là, assise sur le sol sale du hangar, serrant cette capsule, pleurant comme elle n'avait pas pleuré depuis le jour de l'enterrement. Son père avait su. Il avait découvert quelque chose et l'avait caché là, au seul endroit où il était sûr que cela ne serait trouvé que par quelqu'un qui connaissait vraiment ce moteur. Mais le temps passait. Lucie essuya ses larmes,
rangea la capsule en lieu sûr et retourna au travail. Maintenant, elle avait deux objectifs: faire rugir ce moteur à nouveau et découvrir ce qui se trouvait exactement sur ces microfilms. L'aube du deuxième jour trouva Lucie toujours au travail, remontant chaque pièce avec une précision qui frôlait le rituel. Elle avait à peine mangé, à peine dormi, mais elle était si proche de rendre justice. Écoutez, il y a des moments dans la vie où le temps semble jouer avec notre tête. Parfois il passe en un éclair, et parfois chaque minute semble durer une éternité. Pour Lucie, ces dernières 24 heures étaient les deux à la fois. Chaque pièce qu'elle remontait sur le moteur semblait une immense victoire. Mais l'horloge sur le mur du hangar continuait de tourner, implacable, lui retirant les précieuses minutes qui séparaient le triomphe de l'humiliation totale. Il était 6 heures du matin du deuxième jour, lorsque Lucie réussit enfin à refermer la culasse du moteur. Ses mains tremblaient de fatigue et d'excès de caféine. Elle avait bu tellement de café que son estomac se plaignait déjà, brûlant comme une braise. Ses yeux lui piquaient, rouges et gonflés d'autant d'efforts sous la lumière artificielle des projecteurs. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Elle avait rangé les microfilms dans la capsule en acier, mais la curiosité la rongeait de l'intérieur. Qu'avait découvert son père exactement? Qu'était-il si important qu'il ait eu besoin de le cacher au cœur même du Scania, à l'endroit le plus improbable que l'on puisse chercher? Lucie regarda autour du hangar. Il lui fallait un projecteur de microfilm. Mais où diable allait-elle en trouver un en plein 2025? Plus personne n'utilisait cette technologie. Et puis, elle se rappela. La bibliothèque municipale. Madame Sephora, la bibliothécaire qui était là depuis que Lucie était enfant, avait un attachement particulier aux équipements anciens. Elle disait qu'il était important de préserver l'histoire, même l'histoire des machines. Lucie nettoya ses mains du mieux qu'elle put avec un vieux chiffon, prit la capsule et sortit en courant du hangar. Le soleil montait déjà à l'horizon, peignant le ciel de tons d'orange et de rose qui rappelaient douloureusement la couleur du Scania qui l'attendait. Les rues de Nouvelle-Aube étaient encore vides à cette heure. Seulement quelques commerçants ouvraient les portes de leurs magasins et l'odeur du pain frais venait de la boulangerie de Monsieur Antoine. La bibliothèque se trouvait sur la place centrale, un bâtiment ancien de 2 étages avec des murs jaunes écaillés et des fenêtres en bois peintes en vert. Lucie monta les marches 2 par 2 et frappa à la porte vitrée avec une urgence qui fit sursauter Madame Sephora, qui était justement en train d'ouvrir la bibliothèque. « Mon Dieu du ciel, ma petite !» La femme posa la main sur sa poitrine. « Vous m'avez fait une peur bleue. Et quel visage vous avez! On dirait que vous avez passé la nuit blanche. » « J'ai passé la nuit blanche, Madame Sephora. » Lucie entra comme un ouragan. « Vous avez encore cet ancien projecteur de microfilm ?» La bibliothécaire fronça les sourcils, confuse. Mais quelque chose dans les yeux de Lucie dut transmettre l'urgence de la situation. Elle sentit doucement. « Oui, je l'ai. Il est rangé dans les archives au 2e étage. Mais Lucie, qu'est-ce que... » « Je vous expliquerai plus tard, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider ?» 20 minutes plus tard, Lucie était enfermée dans la salle de recherche de la bibliothèque, les rideaux tirés et le vieux projecteur bourdonnant doucement tandis qu'il projetait sur le mur blanc les images agrandies des microfilms. Madame Sephora était allée chercher du café frais et du pain beurré parce que cette petite a l'air de n'avoir pas mangé depuis des jours, avait-elle marmonné maternellement. Et alors, Lucie commença à voir les documents. C'étaient des contrats, des dizaines d'entre eux, des contrats entre la société minière Clairvaux et diverses entreprises sous-traitantes, des contrats de fourniture de pièces, de maintenance d'équipements, de transport. À première vue, tout semblait normal, administratif, bureaucratique, mais son père avait marqué certains documents au stylo rouge, encerclant des clauses spécifiques, prenant des notes dans les marges. Et plus Lucie lisait, plus son sang se glaçait dans les veines. Toutes ces entreprises sous-traitantes avaient quelque chose en commun. Elles étaient des filiales ou des sociétés écrans liées à un seul groupe d'entreprises. Et le propriétaire de ce groupe, Édouard Drummond.
Eh bien, Marie, l'histoire commençait à prendre un sens effrayant. Au cours des 2 années qui avaient de précéder la faillite de la société minière Clairvaux, Édouard avait systématiquement infiltré ses entreprises dans le quotidien de l'exploitation. Il avait offert des prix bas, des conditions facilitées, des délais flexibles. Monsieur Arnaud, voyant l'entreprise en difficulté, avait accepté ces partenariats comme une planche de salut. Il ne savait pas qu'il remettait en fait les clés du royaume à l'ennemi. Et il y avait plus. L'un des microfilms contenait des photos de pièces défectueuses installées volontairement sur les camions de la flotte. Des photos de durites coupées et reconnectées avec du matériel de qualité inférieure. Des photos de « Ah mon Dieu !» Des photos du propre moteur du Scania 111, saboté par des techniciens portant l'uniforme d'une des entreprises d'Édouard. Le père de Lucie avait tout découvert, avait pris ses photos en cachette, avait copié les contrats, avait rassemblé les preuves. Mais avant qu'il ne puisse utiliser ces preuves, le coup de grâce était arrivé. Le sabotage du Scania le jour de la livraison la plus importante, l'humiliation publique, la faillite. Et il avait caché tout cela à l'intérieur du moteur, sachant qu'un jour, peut-être dans des années, peut-être dans des décennies, quelqu'un le découvrirait, quelqu'un qui comprendrait ce moteur aussi bien que lui, quelqu'un qui serait digne de porter le nom de Clairvaux. Lucie sentit une fureur grandir en elle, chaude et intense, comme du métal en fusion. Édouard n'avait pas seulement volé la société minière, il avait volé la dignité de son père, il avait volé des années de vie, avait causé cet infarctus qui avait tué un homme de 52 ans qui aurait dû vivre beaucoup plus longtemps. Il avait volé son enfance, sa jeunesse, ses rêves, mais maintenant elle avait les preuves. Elle avait la vérité entre ses mains. Madame Sephora entra dans la pièce à ce moment-là, apportant un plateau avec du café fumant et 2 généreuses parts de gâteau de maïs. « Ma petite, il faut que tu manges quelque chose, » dit-elle. Et alors, elle vit les larmes couler sur le visage de Lucie. « Ah, ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'as-tu découvert ?» Lucie ne put pas répondre immédiatement. Elle serra simplement la femme âgée dans ses bras et pleura, libérant des années de douleur accumulées, de colère refoulée, d'injustice non vengée. Madame Sephora l'accueillit comme une mère accueille sa fille, lui caressant les cheveux, murmurant des mots de réconfort, mais le temps ne s'arrêtait pas. Et quand Lucie regarda l'horloge sur le mur de la bibliothèque, elle vit qu'il était déjà plus de 9 heures du matin. Elle avait moins de 9 heures pour terminer le travail sur le Scania et faire rugir ce moteur à nouveau. « Il faut que j'y aille, » dit-elle, essuyant son visage avec le dos de ses mains sales de graisse. « Va-y, mais emporte ça avec toi. » Madame Sephora lui tendit le plateau. « Et Lucie, ton père serait très fier de toi, j'en suis certaine. » Lucie retourna en courant au hangar, le cœur battant à tout rompre, l'esprit travaillant dans 1000 directions différentes. Elle savait maintenant l'ampleur du sabotage. Elle savait exactement ce qui avait été fait au moteur, et cela signifiait qu'elle savait comment le réparer. Quand elle arriva, elle eut une surprise. Il y avait un groupe de personnes rassemblées devant le hangar. Monsieur Manuel était là avec d'autres anciens employés de la société minière. Il y avait Madame Irène de la boulangerie, Monsieur Joseph du garage, la professeure Marine qui avait enseigné à Lucie à l'école. Il devait y avoir une 20aine de personnes qui attendaient en silence. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lucie sans comprendre. « Il s'est passé quelque chose ? Nous sommes venus vous soutenir, » dit Monsieur Manuel. « Toute la ville est au courant de votre pari et beaucoup de gens veulent vous voir gagner, Madame Lucie. Parce que quand vous gagnez, nous gagnons aussi. Nous retrouvons notre dignité, vous comprenez ?» Lucie sentit une boule dans sa gorge. Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix, et entra dans le hangar. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Chaque personne à l'extérieur était un témoin, un supporter, un morceau de l'histoire qu'elle essayait de réécrire.
Elle se plongea tête baissée dans le travail. Maintenant qu'elle savait exactement où chercher, Lucie alla directement au point critique, remplaça les durites qui avaient été falsifiés, nettoya complètement le système d'injection qui avait été délibérément contaminé par de la saleté. Elle ajusta les soupapes qui avaient été déréglées. Chaque mouvement était précis, chirurgical, presque révérencieux. Le soleil montait implacablement dans le ciel. La chaleur à l'intérieur du hangar devenait suffocante. Lucie avait enlevé sa chemise en jean et travaillait en débardeur, les bras couverts de graisse et d'égratignures. La sueur coulait sur son visage, dégoulinant sur le sol en béton. Midi, elle vérifia le système électrique pour la 3e fois. Tout fonctionnait. 13 heures, la pompe d'injection était enfin calibrée. Les nouvelles durites installées. 14 heures, l'huile neuve circulait dans le système, les filtres nettoyés. 15 heures, le liquide de refroidissement complété. La batterie testée une fois de plus. 16 heures. Il restait 2 heures avant l'échéance. Lucie était à bout. Ses mains tremblaient d'épuisement. La vision devenait floue de temps en temps, mais elle y était presque. Et ce fut à ce moment qu'Édouard arriva. Il descendit de son Hilux argenté, accompagné de 2 hommes grands, aux larges épaules, qui étaient clairement des gardes du corps ou des hommes de main. Un sourire moqueur ornait son visage, tandis qu'il regardait la foule rassemblée. « Regardez comme c'est beau !» dit-il fort pour que tout le monde entende. « Toute la ville est venue voir Lucie Clairvaux échouer. Quel spectacle touchant ! Nous sommes venus la voir gagner !» répondit M. Manuel fermement. Édouard rit. Gagner. Cette pauvre fille peut à peine tenir debout. Regardez son état. Il désigna l'intérieur du hangar, où Lucie pouvait être vue travaillant, complètement concentrée, inconsciente de la discussion à l'extérieur. 2 jours sans dormir, sans manger correctement, travaillant seule sur une ferraille morte depuis 30 ans. Et vous croyez que ça va marcher? Vous êtes aussi pathétique qu'elle. Il reste encore 2 heures. Dit Madame Irène, et le pari tient toujours. Ah, le pari. Édouard sortit un document de sa poche. À ce propos, j'ai apporté le contrat ici, bien officiel, bien en ordre. Quand elle échouera, et elle échouera, je veux que tout le monde ici soit témoin qu'elle a cédé le terrain de plein gré, sans procès, sans recours, sans pleurnicherie. Il entra dans le hangar à pas lourds, les 2 hommes de main derrière lui. Lucie était allongée sous le camion, faisant les derniers réglages du système d'échappement. Elle ne remarqua sa présence que lorsqu'elle entendit sa voix traînante résonner dans l'espace. 2 heures, Lucie, vous avez 2 heures. Et d'après ce que je vois, ce moteur ne démarrera même pas dans 2 semaines. Il s'accroupit à côté du camion et baissa la voix, ne parlant que pour elle. Vous savez, j'y ai pensé. Votre père était intelligent, peut-être trop intelligent. Il posait des questions, voulait auditer les contrats, se méfiait de tout le monde. Je crois qu'il n'a jamais compris que dans les affaires, il faut faire confiance aux bonnes personnes. Et il a fait confiance aux mauvaises personnes. Lucie glissa dessous le camion. Elle se leva lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Édouard, et ce qu'il vit là dut lui glacer le sang. Car ce n'était plus du désespoir, ce n'était plus du doute, c'était une certitude absolue. « Sortez de mon chemin !» dit-elle d'une voix basse et dangereuse. Édouard recula instinctivement. Il y avait quelque chose de différent en elle maintenant, une intensité, une présence qui n'était pas là auparavant. Il tenta de rire, mais le son sortit forcé, faux. 2 heures, répéta-t-il, et il quitta le hangar en marchant à reculons sans la quitter des yeux. Lucie monta dans la cabine du Scania. Ses doigts caressèrent à nouveau le volant, sentant la texture familière. Elle ferma les yeux un instant et murmura « Papa, si tu m'entends d'où que tu sois, j'ai besoin que tu m'aides maintenant. Juste un petit peu plus. Aide-moi à faire chanter ce moteur à nouveau. » Et puis elle alla faire la dernière vérification, la plus importante de toutes. Parce que parfois, mes amis, il ne suffit pas de réparer toutes les pièces. Parfois, il faut trouver l'âme de la machine. Amis, je dois vous faire comprendre une chose sur les moteurs.
Un moteur n'est pas seulement un assemblage de pièces métalliques imbriquées les unes dans les autres. Ce n'est pas seulement de la physique et de la chimie qui travaillent ensemble. Un moteur a une âme, une personnalité, une histoire. Et le moteur de ce Scania 111 orange avait porté sur ses épaules toute la gloire et toute la tragédie de la famille Clairvaux. Il restait 1h40 avant la fin du délai. Lucie était assise sur le siège du conducteur, la porte ouverte, les pieds toujours sur le sol du hangar. Elle avait tout vérifié, chaque connexion électrique, chaque durite, chaque soupape, chaque vis. Elle avait fait et refait les mêmes vérifications 3, 4, 5 fois. Il ne pouvait y avoir d'erreur, pas de doute, mais quelque chose la dérangeait toujours. Une sensation au fond de son esprit, un murmure qui disait qu'il manquait quelque chose de petit, peut-être insignifiant, mais essentiel, comme quand on oublie où l'on a rangé la clé de la maison et que cette petite démangeaison reste dans la tête jusqu'à ce qu'on se souvienne. Elle reprit le manuel du Scania, celui qui était dans la boîte à gants avec les annotations de son père. Elle feuilleta les pages jaunies, relisant chaque observation qu'il avait faite à la main dans les marges. Et puis, presque à la fin du manuel, elle vit. C'était un dessin, un diagramme fait au crayon, montrant le système de carburant, mais avec une modification qui ne figurait pas dans le manuel original. Son père avait ajouté un filtre supplémentaire, un filtre artisanal, fait avec une toile spéciale en bronze, installée à un point stratégique avant la pompe d'injection. Il appelait cela le gardien, parce que, selon lui, ce filtre protégeait le cœur du moteur de toute impureté. Lucie se leva d'un bond. Comment avait-elle pu oublier cela? Elle courut vers la boîte à outils de son père, qui était rangée dans un coin du hangar, couverte par une bâche. Elle fouilla tout à l'intérieur jusqu'à trouver une petite boîte en bois avec le dessin d'un camion gravé sur le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie jauni, se trouvait le fameux filtre en bronze. Elle revint en courant vers le Scania et installa la pièce au bon endroit. Ses doigts travaillaient avec une vitesse impressionnante, serrant les connexions, ajustant les emboîtements. Et quand elle eut terminé, quand elle serra la dernière vis, elle sentit une paix étrange l'envahir. C'était comme si un engrenage invisible avait enfin trouvé sa place. Lucie regarda l'horloge murale. 17h10. Il était temps d'essayer. Elle s'essuya les mains pour la 1000e fois, prit une profonde inspiration et monta de nouveau dans la cabine. Elle ajusta le siège dans la bonne position, tint le volant de la main gauche et plaça la droite sur la clé de contact. Le métal était froid sous ses doigts, lourd du poids de toutes les attentes. À l'extérieur du hangar, la foule avait grossi. Il devait y avoir une 50aine de personnes maintenant, peut-être plus, des gens qui avaient quitté leur travail, fermé leur magasin, quitté leur maison pour être là à ce moment. Parce que cela ne concernait plus seulement un camion ou un pari. Il s'agissait de justice, de dignité, de prouver que l'on peut être renversé 1000 fois, mais tant que l'on a la force de se relever, la lutte n'est pas finie. Édouard était là aussi, appuyé contre son Hilux, les bras croisés et ce sourire moqueur sur le visage. Il avait amené plus de monde, des amis hommes d'affaires, des avocats, même un officier de notaire pour témoigner de ce qu'il était sûr serait l'humiliation finale de Lucie. Une minute de silence pour la tentative pathétique à laquelle nous allons assister, dit-il fort. Et certains des hommes à ses côtés rirent, mais la plupart des gens restèrent silencieux. Un silence tendu, chargé d'espoir. Dans la cabine, Lucie ferma les yeux. Elle pouvait sentir la présence de son père avec elle. Elle pouvait entendre sa voix grave et douce, disant les mêmes mots qu'il disait chaque fois avant de démarrer le moteur. « Avec tendresse, ma fille. Tu la traites avec tendresse, et elle répondra. » Lucie tourna la clé. Le démarreur commença à travailler. Le son résonna dans le hangar comme un cri d'effort. Les poulies tournaient, essayant de ramener le moteur 6 cylindres à la vie après près de 30 ans de sommeil profond. Mais rien ne se passa. Le moteur ne démarra pas. Lucie relâcha la clé, attendit 5 secondes et essaya de nouveau.
Le démarreur continuait de travailler vaillamment, mais le moteur principal restait mort, têtu, refusant de se réveiller. « Je vous avais prévenu !» cria Édouard, et cette fois son rire fut accompagné par d'autres. « C'est impossible, elle n'y arrivera pas. Préparez les papiers de transfert. » Lucie sentit le désespoir monter dans sa gorge. Ça ne pouvait pas être. Elle avait tout réparé. Elle avait vérifié chaque détail. Pourquoi ça ne marchait pas? Elle descendit du camion et ouvrit le capot. La vue du moteur immense lui coupait encore le souffle, ce bloc de fonte, les 6 cylindres en ligne, les tuyauteries complexes de carburant et d'air. Elle posa la main sur le métal et sentit. Il était froid, trop froid. Eh bien sûr, le moteur était arrêté depuis 30 ans. L'huile, même neuve, était froide et épaisse. Les cylindres étaient froids, les pistons étaient froids, tout était froid. Un moteur diesel a besoin de compression et de chaleur pour fonctionner. Elle devait d'abord le chauffer. Lucie prit un chalumeau qui était sur l'établi, commença à chauffer soigneusement les parties externes du bloc, sans exagérer, juste assez pour que le métal interne puisse se dilater un petit peu, pour que l'huile puisse mieux circuler. « Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous essayez d'incendier le camion ?» cria Édouard, et d'autres rirent. Mais M. Manuel fit un pas en avant. « Tais-toi, Édouard. Laisse la jeune femme travailler. »« Ou quoi, le vieux? Vous allez faire quelque chose ?» Édouard s'avança vers M. Manuel, bombant le torse. « Vous et quelle armée !» Et puis il se passa quelque chose de beau, mes amis. Quelque chose qui me fait croire qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Toute cette foule, chaque homme, chaque femme, chaque personne qui était là fit un pas en avant à l'unisson, formant un mur humain entre Édouard et le hangar. « Cette armée ici, » dit Madame Irène d'une voix ferme qui ne correspondait pas à ses 60 ans et quelques délicats. « Maintenant, vous allez vous taire et attendre. Et quand le moteur démarrera, car il démarrera, vous paierez pour ce que vous avez fait. » Édouard ouvrit la bouche pour répondre, mais l'un de ses avocats lui toucha le bras et lui murmura quelque chose. Il recula, mais le regard qu'il lança à la foule était pur poison. Lucie finit de chauffer le bloc. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. Elle vérifia de nouveau le niveau d'huile, vérifia le carburant, vérifia la batterie. Tout en place, tout prêt. Elle monta dans la cabine pour la 3e fois, 55 minutes avant la fin du délai. Lucie tint le volant à 2 mains. Elle respira profondément 1, 2, 3 fois. Sentit le cuir craquer du volant sous ses paumes. Sentit l'odeur de diesel et de graisse qui imprégnait tout là-dedans. Sentit le poids de l'histoire, de la responsabilité, de la justice qui attendait depuis 30 ans d'être rendue. « Papa, » murmura-t-elle, « où que tu sois, aide-moi maintenant. Juste maintenant. » Et elle tourna la clé. Le démarreur commença à travailler de nouveau. Et puis, vroom, un cylindre s'alluma, juste un. Le moteur toussa, s'étouffa. Une fumée noire sortit par l'échappement. Lucie maintint la clé tournée, alimentant le moteur en carburant. Allez, allez, allez! Vroom, vroom, 2 cylindres, puis 3. La fumée augmenta. Le moteur secoua violemment, faisant trembler tout le camion. Lucie pouvait sentir les vibrations monter par ses pieds, ses jambes, sa colonne vertébrale. Vroom, 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 vroom. 4 cylindres. 5. Et alors, oh mon Dieu du ciel, mes amis! Alors, ça arriva, le 6e cylindre s'alluma et le moteur du Scania 111 poussa un rugissement. Ce n'était pas un simple grognement, non. C'était un rugissement qui venait des entrailles de cette machine. Un son profond et puissant qui fit trembler le sol du hangar, qui fit vibrer les outils accrochés au mur, qui fit s'envoler, effrayés, les oiseaux posés sur le toit. C'était le son de 300 chevaux de puissance se réveillant d'un sommeil de 3 décennies. C'était le son de la vengeance, c'était le son de la justice. Lucie poussa un cri de joie si fort qu'il perça la barrière du moteur. Elle frappa le volant, riait et pleurait en même temps, le corps tout entier tremblant d'émotion. À l'extérieur, la foule explosa en cris et en applaudissements. Des gens sautaient, s'embrassaient, pleuraient. Monsieur Manuel tomba à genoux par terre, les mains couvrant son visage, les épaules secouées de sanglots.
Madame Irène serrait la professeure Marine dans ses bras, les deux riant comme des enfants. Et Édouard, Édouard était pâle, blanc comme cire, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, les mains tremblantes, tandis qu'il agrippait le capot du Hilux pour ne pas tomber. Ce n'était pas le scénario qu'il avait prévu. Ce n'était pas possible. Ça ne l'était pas, mais le moteur continuait de rugir, ferme et constant maintenant, comme s'il disait « Je suis là, je suis vivant et j'ai une histoire à raconter ». Lucie laissa le moteur tourner quelques minutes, laissant l'huile circuler, laissant tout se réchauffer, laissant chaque pièce retrouver son rythme. Et puis elle mit la première vitesse. Le Scania commença à bouger lentement au début, les roues tournant après tant de temps à l'arrêt, la suspension grinçant, les essieux gémissant, mais il bougeait. Un géant orange de 15 tonnes reprenant vie, traversant le hangar en direction de la lumière du soleil. Lucie sortit le camion. La foule s'ouvrit, formant un couloir humain. Le Scania passa au milieu de ces gens et chacun d'eux touchait la carrosserie orange, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Elle arrêta le camion juste devant Édouard, descendit de la cabine avec une agilité qui ne convenait pas à quelqu'un qui avait passé 48 heures sans dormir. Ses pieds touchèrent le sol et elle resta là, immobile devant l'homme qui lui avait tout volé. 17h42, dit-elle, regardant l'horloge. Il restait 42 minutes avant l'échéance. Édouard ne parvenait pas à parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Et maintenant, Lucie continua, sortant la capsule d'acier de la poche de son pantalon. Vous allez entendre la deuxième partie de notre pari, parce que faire démarrer le moteur n'était que le début, la fin de cette histoire. Ah, la fin va faire mal. Elle ouvrit la capsule juste devant lui, juste devant ses avocats, juste devant tout le monde. Elle en sortit les microfilms et les brandit en l'air. « Votre père » Édouard parvint enfin à parler, la voix rauque et cassée. « Votre père a caché ça là-dedans. Mon père était un homme sage. Il savait que vous tenteriez de détruire toute preuve. Alors, il a mis les preuves au seul endroit où seul quelqu'un qui aimait vraiment ce camion pourrait les trouver. » Lucie fit un pas vers lui, au cœur du moteur, dans le 3e cylindre, dans une modification que seul lui connaissait. « Et vous savez ce qu'il y a là? Vous savez ce que mon père a gardé pendant toutes ces années? » Le silence qui s'installa était si lourd qu'on pouvait en sentir le poids dans l'air. « Il y a la vérité, dit Lucie. Il y a des photos de vos entreprises sabotant notre flotte. Il y a des contrats frauduleux. Il y a des documents qui prouvent que vous avez tout manipulé pour forcer la faillite de la société minière. Et il y a... » Elle marqua une pause, savourant le moment. « Il y a un contrat signé par vous personnellement, ordonnant le sabotage spécifique de ce Scania le jour de la livraison la plus importante. Vous ne vouliez pas seulement détruire l'entreprise, vous vouliez humilier mon père publiquement. » L'un des avocats d'Édouard tenta de prendre les microfilms, mais M. Manuel bloqua le passage. Et de cette foule de 50 personnes, personne ne bougea pour aider Édouard. Personne. Vous ne pouvez rien prouver. Édouard tenta de bluffer. Ce sont de vieux papiers, ça ne sert à rien. Prescription. Vous en avez déjà entendu parler? Ça fait 30 ans. La fraude ne se prescrit pas en cas de dissimulation dolosive, dit une voix. Tout le monde se retourna. Un homme en costume descendait d'une voiture officielle. C'était le procureur de la République de la circonscription judiciaire et à ses côtés une équipe de la police judiciaire. « Quelqu'un a fait une dénonciation anonyme hier soir », expliqua le procureur, parlant d'irrégularité dans la faillite de la société minière Clairvaux. « Je suis venu voir si c'est vrai. » Il regarda Lucie. Et apparemment ça l'est. Lucie sourit. Elle avait appelé le parquet la nuit précédente, après avoir vu les microfilms à la bibliothèque. Elle avait tout expliqué, avait demandé à quelqu'un de venir en tant que témoin officiel. Édouard tenta de s'enfuir. Il tenta littéralement de courir, mais les deux hommes de main qui l'avaient amené se regardèrent et se retirèrent simplement. Ils laissèrent les policiers attraper leur patron, parce que même les hommes de main ont des limites.
Édouard Drummond, étant placé dans la voiture de police, les mains menottées dans le dos et ce visage de quelqu'un qui ne croyait toujours pas ce qui se passait, ce fut comme assister à une vieille blessure qui commençait enfin à cicatriser. Le procureur prit les microfilms des mains de Lucie avec un soin presque révérencieux. Il la regarda avec une expression mêlant admiration et tristesse. « Votre père était un homme en avance sur son temps, » dit-il doucement. « Il savait exactement ce qu'il faisait en cachant tout cela. Ces preuves vont changer beaucoup de choses, mademoiselle Clairvaux. »« Mon père, » répondit Lucie, la voix étranglée. « Il voulait juste nettoyer le nom de la famille. Il voulait juste que la vérité éclate un jour, et elle a éclaté, grâce à vous. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon, voyez-vous. L'histoire se répandit dans tout le Massif central, puis dans toute la France, jusqu'à devenir une nouvelle nationale. Mécanicienne ressuscite un camion de 30 ans et découvre une fraude millionnaire. » C'était le genre de titre qui apparaissait dans les journaux. Les émissions de télévision voulaient interviewer Lucie. Des avocats offraient leurs services gratuitement pour aider dans le procès contre Édouard. Et le procès, ah mon Dieu, le procès fut rapide. Avec toutes ces preuves, avec les microfilms montrant chaque détail du sabotage, avec l'expertise confirmant que le moteur du Scania avait été altéré exactement comme M. Arnaud l'avait documenté. Il n'y eut pas de doute. Édouard Drummond fut condamné pour fraude commerciale, sabotage, association de malfaiteurs et une longue liste d'autres crimes. Ses biens furent confisqués, les sociétés écrans démantelées. Et la société minière? Ah! La société minière fut légalement rendue aux héritiers d'Arnaud Clairvaux, c'est-à-dire à Lucie. Mais elle ne voulut pas rouvrir la mine. Pas à l'ancienne, du moins. Lucie avait appris que le monde avait changé, que l'exploitation minière prédatrice n'était plus la voie à suivre. Au lieu de cela, elle vendit une partie des terres à une coopérative de petits mineurs qui travaillaient de manière durable. Elle utilisa l'argent de la vente et des indemnisations pour faire quelque chose dont son père avait toujours rêvé, mais n'avait jamais eu le courage de réaliser. Elle transforma le hangar. 6 mois après ce jour historique, le vieux hangar de la famille Clairvaux n'était plus un dépôt de souvenirs poussiéreux. C'était une école technique de mécanique spécialisée, axée sur les moteurs lourds, l'hydraulique, l'électronique automobile, et elle avait un détail spécial. 50% des places étaient réservées exclusivement aux femmes. L'école technique Arnaud Clairvaux ouvrit ses portes un samedi matin ensoleillé. Il y avait des gens de toute la ville, ainsi que des représentants du gouvernement, de la presse, des entreprises de transport. Mais le moment le plus émouvant fut quand Lucie tira le tissu qui couvrait la plaque d'inauguration. Là, gravé dans du bronze poli, était écrit « École technique Arnaud Clairvaux », où chaque jeune femme peut apprendre qu'aucune machine n'est trop grande pour des mains déterminées. Et juste en dessous, stationné sur un piédestal spécial en béton, comme s'il s'agissait d'une sculpture, se trouvait lui, le Scania 111 orange, le Titan, restauré, poli, brillant sous le soleil, comme autrefois. Mais cette fois, il n'était pas le symbole de la tragédie, il était le symbole de la résistance, de la vérité, de la justice qui peut tarder, mais qui arrive toujours pour ceux qui n'abandonnent pas. Monsieur Manuel était là à l'inauguration, pleurant comme un enfant. Madame Irène avait fait un gâteau à 3 étages, décoré d'outils en sucre. La professeure Marine avait emmené tous les élèves de l'école municipale visiter les lieux. Et savez-vous qui d'autre était là? Les premières étudiantes, 15 jeunes femmes entre 16 et 25 ans, avec des uniformes neufs et les yeux brillants d'attente. Lucie monta sur une petite estrade pour parler. Elle n'était pas douée pour les discours, elle ne l'avait jamais été. Mais ce jour-là, les mots sont sortis de son cœur d'une manière qui a fait taire tout le monde pour l'écouter. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à fuir cet endroit. Elle commença à fuir les souvenirs, la douleur, la honte que je pensais porter, mais la vérité est que je n'ai jamais porté la honte. La honte était celle de l'homme qui nous a volé notre dignité. Et aujourd'hui, enfin, cette honte est revenue là où elle a toujours appartenu. Des applaudissements éclatèrent dans la foule.
Mon père disait toujours qu'une bonne mécanicienne n'est pas celle qui sait réparer n'importe quelle machine, c'est celle qui comprend l'âme de la machine. Lucie regarda le Scania orange. Et j'ai appris que les machines et les personnes sont similaires. Parfois, elles tombent en panne, parfois, elles restent immobiles pendant des années, couvertes de poussière, oubliées. Mais si vous avez de la patience, des connaissances et de l'amour, vous pouvez ramener n'importe quoi à la vie. Plus d'applaudissements, plus de cris de soutien. Cette école est pour toutes les jeunes femmes qui ont été traitées de trop fragiles, de trop délicates, qui ont entendu que la place d'une femme n'est pas sous un camion. Lucie sourit. Eh bien, je suis ici pour dire, la place d'une femme est là où elle veut être, y compris en dirigeant un atelier, en réparant un moteur diesel de 15 tonnes ou en conduisant un poids lourd sur les grands axes routiers nationaux. La foule fut en délire. Dans les mois qui suivirent, l'école grandit. Les entreprises de transport commencèrent à solliciter Lucie, demandant à embaucher les étudiantes diplômées. Des jeunes femmes des villes voisines faisaient la queue pour obtenir une place. Et le plus beau, beaucoup de ces jeunes femmes venaient de familles qui avaient travaillé dans l'ancienne société minière. Des familles qui avaient tout perdu lorsque l'entreprise avait fait faillite. C'était comme si, d'une certaine manière, Lucie rendait à ces personnes un peu de la dignité qui leur avait été volée 30 ans auparavant. Et le Scania? Ah, le Scania a retrouvé une vie d'une manière que personne n'attendait. Chaque samedi matin, Lucie prenait le camion et emmenait les étudiantes faire un tour sur les routes du Massif central. Elle se relayait sur le siège passager, apprenant à sentir le comportement du moteur, à comprendre les sons qu'une machine en bonne santé produit, à avoir une intimité avec ce géant orange qui était devenu le symbole de l'école. Il y eut une élève, Marcel, une jeune femme de 18 ans maigre comme un cure-dent, qui tomba si amoureuse du Scania qu'elle demanda à Lucie de lui apprendre à conduire. Et Lucie lui apprit. Et aujourd'hui, mes amis, Marcel est la conductrice officielle du camion, l'emmenant à des événements, des salons, des rassemblements de camions anciens. Et partout où le Titan apparaît, l'histoire de Lucie et de son père l'accompagne. Parce que ce n'est pas seulement une histoire sur un camion qui a redémarré après 3 décennies. C'est une histoire sur des vérités qui ont été enterrées, mais qui ne sont jamais mortes. C'est sur des pères qui protègent leurs enfants, même après la mort. C'est sur des filles qui honorent la mémoire de ceux qu'elles aiment. C'est sur la justice qui peut tarder, mais qui arrive. 3 ans après ce jour historique, Lucie était dans l'atelier de l'école, supervisant les étudiantes, lorsqu'elle reçut un appel. C'était de la prison où Édouard Drummond purgeait sa peine. Il voulait lui parler. Lucie réfléchit longuement avant d'accepter, mais finalement elle y alla. Édouard était différent, plus vieux, plus maigre, les cheveux complètement blancs. Quand il entra dans le parloir et vit Lucie assise de l'autre côté de la vitre, ses yeux se remplirent de larmes. « Je voulais juste demander pardon, » dit-il, la voix rauque. « Je sais que ça ne change rien. Je sais que ça ne ramènera pas votre père, mais j'ai besoin que vous sachiez que je le regrette vraiment. » Lucie resta silencieuse un long moment. Elle regarda cet homme qui avait détruit sa famille, qui lui avait volé son enfance, qui avait tué son père de chagrin. « Je ne suis pas venue ici pour accepter votre demande de pardon, » dit-elle finalement. « Je suis venue ici pour vous dire que, malgré tout ce que vous avez fait, vous m'avez fait un cadeau. Vous m'avez donné une raison de revenir, de découvrir la vérité, d'honorer mon père comme il le méritait. » Elle se leva. « Et maintenant, chaque fois qu'une jeune femme entre dans mon école et apprend à réparer un moteur, je sais que je fais quelque chose qui en vaut la peine. Alors, merci du fond du cœur. Merci d'être exactement la personne terrible que vous êtes, car sans vous, je n'aurais jamais trouvé mon but. » Et elle quitta les lieux sans regarder en arrière. Aujourd'hui, mes chers amis, si vous passez par la ville de Nouvelle-Aube, là-haut dans les montagnes du Massif central, vous verrez un Scania 111 orange rouler sur les routes.
Vous le verrez briller sous le soleil, le moteur rugissant avec cette force que seules les machines bien entretenues ont. Et si vous vous arrêtez pour regarder de plus près, vous verrez que dans la cabine, il y a toujours une jeune femme qui apprend, qui rêve, qui se prépare à conquérir le monde. Parce que c'est la vérité que le Titan a gardée pendant 30 ans. Il ne s'agissait pas seulement de fraude ou de justice, il s'agissait d'espoir. Il s'agissait de ne jamais abandonner. Il s'agissait de croire que, peu importe le temps qui passe, la vérité trouve toujours un moyen de voir le jour. Et tout ce dont elle a besoin, c'est de quelqu'un d'assez courageux pour la chercher.